Salut à tous. Xi Jinping avait un plan. Il était patient, il était méthodique, il s'était construit sur des décennies. Et le 5 mai 2026, une partie de ce plan est morte sur une piste à Okinawa. Non pas avec une bataille, non pas avec une déclaration, mais avec le bruit de 2 escadrons de fin de Raptor se posant sur la base aérienne de Kadena, à 650 km du détroit de Taïwan, exactement au moment où Pékin regardait l'attention du monde se faire absorber par les terminaux pétroliers en feu dans le golfe Persique. Ce calendrier n'avait rien d'accidentel, pendant que 3 groupes aéronavals américains imposaient un blocus dans le détroit d'Ormuz. Pendant que le corps des gardiens de la révolution islamique lançait des essaims de drones contre des destroyers américains. Pendant que les Irakiens se rendaient à Pékin pour supplier la Chine de les aider, pendant que Trump qualifiait ses frappes de représailles de love tap et mettait en garde contre un big blow. Parce qu'apparemment, dans la communication stratégique à la Trump, une escalade militaire paraît moins inquiétante quand elle est emballée comme un surnom lancé sur un terrain de golf. Pendant que tout cela occupait simultanément chaque analyste du renseignement, chaque salle de marché, chaque ministère sur Terre, les États-Unis ont discrètement déployé le chasseur de supériorité aérienne le plus capable de leur arsenal sur la base aérienne la plus importante du Pacifique. Et les gens de Xi regardaient le feu d'Ormuz. Ce qui vient de se passer à la base aérienne de Kadena n'est pas une simple histoire de déploiement militaire de routine. C'est un coup d'échec dont la profondeur stratégique dépasse largement ce que la plupart des couvertures médiatiques ont saisi. Cette histoire comporte plusieurs couches, les capacités précises du 22 qui rendent ce déploiement si important. L'architecture chasseur-tueur qui combine les F-22 de Kadena avec les F-35A de Misawa dans un système de domination aérienne en réseau que les planificateurs chinois tentent en ce moment même de comprendre comment vaincre. Le budget de défense japonais de 56 milliards de dollars et la transformation historique qu'il finance, qui a fait passer le Japon d'un observateur pacifiste à un partenaire militaire actif, dont les missiles hypersoniques, les porte-avions convertis et le programme de chasseurs de 6e génération sont en train de remodeler tout l'équilibre militaire du Pacifique. Ce que cela signifie précisément pour le calcul de Xi sur Taïwan, et pourquoi ce déploiement au même moment que la crise iranienne n'est pas une coïncidence, mais une démonstration stratégique d'une capacité que Xi se répétait que les États-Unis ne possédaient pas. Il faut commencer par le 22 lui-même. Parce que pour comprendre pourquoi le déploiement à Kadena compte stratégiquement, il faut comprendre ce que le 22 fait réellement et que rien d'autre sur Terre ne peut faire. Le 22 Raptor est le premier chasseur furtif opérationnel au monde. Il est entré en service en 2005 et sa chaîne de production a été fermée en 2011 avec seulement 187 appareils achevés, ce qui en fait à la fois la plateforme de supériorité aérienne la plus capable et la plus rare de tous les inventaires militaires de la planète. Chaque F-22 coûte environ 143 millions de dollars. Chaque heure de vol d'un F-22 coûte environ 70 000 dollars, soit plus du double du coût d'une heure de vol d'un F-15C. L'Air Force traite le F-22 comme l'actif rare et irremplaçable qu'il est, en ne le déployant que lorsque l'exigence opérationnelle justifie le coût et l'exposition. Le déploiement de F-22 à Kadena est une manière, par l'action opérationnelle, pour l'Air Force de dire que cette exigence opérationnelle justifie ses coûts dès maintenant. Cette déclaration a une signification stratégique précise qui dépasse le déploiement individuel. Voici ce que le F-22 apporte au scénario du détroit de Taïwan et que rien d'autre ne fournit. Une furtivité sous tous les angles. La section équivalente radar du F-22 est à peu près comparable à une bille sous tous les angles, dans toutes les orientations, pas seulement de face, mais aussi de côté, de l'arrière et du dessous. Les systèmes radars les plus avancés de la Chine, y compris le radar AESA du Xwing et les batteries de défense antiaérienne terrestre HQ-9, détecteraient un F-22 comme l'équivalent d'un petit vol d'oiseau sur leurs écrans. L'avion approche de la portée d'engagement avant que le radar de conduite de tir adverse ait une piste. Il tire des missiles AIM 120D depuis ses soutes internes avant que l'adversaire sache qu'il est là.
Le premier signe, pour l'adversaire, que le fin 2 existe dans l'image tactique, c'est souvent le moment où son ailier cesse de répondre. Comparez cela au Jvink chinois. Le Jvink offre une excellente furtivité de face. Sa section équivalente radar est réellement réduite dans l'axe frontal, ce qui représente une véritable capacité de 5e génération que la Chine a mis des décennies à produire grâce à la rétro-ingénierie, à l'acquisition de renseignements et au développement national. Mais sur les côtés et par l'arrière, la signature radar du J20 augmente. Ce n'est pas une furtivité tous azimuts. C'est une furtivité frontale avec une signature qui augmente sous les autres angles. Dans un environnement d'engagement au-delà de la portée visuelle, où la fusion de capteurs du 22 génère une image tactique tridimensionnelle complète que le pilote voit à travers un affichage monté sur casque et mis à jour en temps réel à partir de plusieurs capteurs simultanément, l'avantage furtif frontal du J20 offre une protection limitée contre une plateforme capable de générer une solution de ciblage depuis n'importe quel angle. La fusion des capteurs est la dimension du 22 que le débat sur la furtivité tente à éclipser, alors qu'elle est en réalité tout aussi importante pour le résultat opérationnel. Le Fing 2 intègre les données de son radar AESA EN APG-77 de son système de guerre électronique EN ALR 9.4, qui lui-même l'un des systèmes d'alerte radar et de radiogoniométrie les plus performants jamais embarqués sur un avion, et du détecteur de lancement de missiles AAR 5.6 dans une seule image tactique synthétisée affichée au pilote. Le pilote du Fin 2 ne regarde pas plusieurs écrans pour synthétiser l'information manuellement. L'avion effectue cette synthèse automatiquement et présente une image tactique unique et hiérarchisée qui indique au pilote où se trouve chaque piste, comment elle est classée, quelles solutions d'engagement sont disponibles et quelles menaces pèsent simultanément sur l'appareil. C'est l'inverse d'un briefage de rassemblement trumpiste. Moins de bruit, moins de slogans et un système qui traite réellement les données avant d'annoncer la victoire. Face à cette capacité, dans le contexte d'une éventualité autour du détroit de Taïwan, l'avantage opérationnel précis est mesurable. Un F-22 décollant de Kadena peut atteindre les zones d'opération du détroit de Taïwan en moins de 1 heure. Il peut atteindre les zones d'interception de la mer de Chine orientale en quelques minutes. Il peut atteindre la péninsule coréenne sans soutien de ravitailleur. Hamac 2, 25 avec post-combustion. Ou Hamac 1, 5 et plus en supercroisière sans post-combustion. Le Fing 2 passe de Kadena à la portée d'engagement plus vite que l'infrastructure de commandement et de contrôle de l'armée chinoise ne peut évaluer la menace, formuler une réponse, transmettre des ordres dans la chaîne de commandement, puis faire décoller et positionner des avions pour l'engagement. La capacité de supercroisière en particulier est le détail opérationnel qui est stratégiquement significatif. La plupart des chasseurs peuvent atteindre des vitesses supersoniques en utilisant la post-combustion, ce qui augmente massivement la consommation de carburant et réduit donc l'autonomie et l'endurance. Le Fing 2 peut maintenir des vitesses supersoniques sans post-combustion. Cela signifie qu'un Feng 2 accélérant vers une éventualité dans le détroit de Taïwan ne brûle pas le carburant qui limiterait le temps qu'il peut rester dans la zone opérationnelle. Il peut foncer vers le combat et conserver encore de l'endurance au moment d'arriver. C'est une version militaire du fait d'aller vite sans dépenser tout son carburant en mise en scène. Ce qui explique précisément pourquoi cela entrerait mal dans un bandeau de chaîne câblé pro-Trump. L'architecture chasseur-tueur compte parce que le Fin 2 à Kadena n'opère pas seul. Il opère dans le cadre d'un réseau intégré dont la capacité combinée dépasse largement ce que peut offrir n'importe quelle plateforme individuelle. À la base aérienne de Misawa, dans le nord du Japon, le F-35K Lightning II est en train d'arriver pour remplacer la flotte vieillissante de F-6. En mars 2026, les appareils affectés au 13 escadron de chasse ont commencé la transition dans le cadre d'un déploiement plus large de 48 F-35A censé remplacer toute la force de F-6 à Misawa. Le F-35A à Misawa n'est pas positionné pour faire ce que fait le 22 à Kadena, il est positionné pour faire quelque chose de différent et de complémentaire. L'emplacement de Misawa, dans le nord du Japon, place la force de F-35A à portée de la mer de Chine orientale, du port de Vladivostok et des bases navales du nord de la Russie, ainsi que des approches nord du détroit de Taïwan. Depuis cette position, la suite de guerre électronique extraordinaire du F-35A
en particulier le système de guerre électronique AN, ASQ, 239 Barracuda, combiné au radar AESA-AN, APG 8.1, et au système d'ouverture distribué qui donne au pilote une conscience sphérique à 360 degrés autour de l'avion, fait du F-35A la plateforme de guerre électronique et de frappe en profondeur la plus performante de l'inventaire américain. Cette combinaison constitue l'architecture chasseur-tueur. Les 22 de Cadena dominent l'espace aérien. Leur manœuvrabilité supérieure, leur vitesse de supercroisière, leur furtivité tous azimuts et leur capacité de tir BVR, au-delà de la portée visuelle, sont conçus pour abattre les avions ennemis avant que ceux-ci puissent menacer la force. Les F-35A de Misawa aveuglent les systèmes de défense antiaérienne terrestre de l'ennemi. Ils pénètrent les zones de couverture des batteries HQ-9 que la Chine a établies en mer de Chine orientale, neutralisent ces radars par brouillage électronique, les identifient et les désignent pour destruction, et dégagent le spectre électromagnétique afin que d'autres plateformes puissent opérer librement dans l'espace aérien défendu. Ces deux types de plateformes partagent les données en temps réel. Le système d'ouverture distribué du F-35A génère une image de ciblage qui inclut des pistes provenant de ses propres capteurs, d'actifs spatiaux, de réseaux radars terrestres et d'autres avions dans la formation. Cette image est transmise simultanément au Fin-2 par liaison de données Link-SIS. Le pilote du Fin-2 reçoit des données de ciblage générées par les capteurs d'un F-35A sans que le Fin-2 ait jamais à activer son propre radar, ce qui pourrait alerter la cible qu'une piste a été générée. Le 22 peut détruire une cible à l'aide d'une solution de ciblage générée par un F-35A situé à 50 miles, avant même que le récepteur d'alerte radar de la cible ait indiqué une illumination radar. Pas de conférence de presse, pas de tour d'honneur, pas de carte griffonnée au Sharpie, juste une chaîne de frappe qui fait ce pourquoi elle était conçue. Derrière ces plateformes de 5e génération, les F-15 Strike Eagle opèrent avec leur charge massive de munitions de précision, prêts à exploiter les corridors que les 22 et les F-35A ont ouverts. Et le F-15E n'est pas une plateforme de 4e génération diminuée dans cette architecture. Il emporte le radar AESA AN APG 8.2 qui fournit une ouverture massive pour le suivi RR et air-sol à longue portée, la suite de guerre électronique APWSS et une capacité d'emport d'armement qui lui permet de transporter un grand nombre de missiles AIM, un 2.0 AMRAAM ou d'armes de frappe à distance de sécurité. Dans l'architecture chasseur-tueur, le F-15 est le magasin lourd qui tire après que les plateformes furtives ont créé les conditions d'engagement. Ajoutez à cela les actifs en Corée du Sud. Les bases aériennes d'Osan et de Kunsan accueillent des centaines d'avions de chasse américains dont la portée couvre le détroit de Taïwan depuis le nord. Lorsque les actifs de la péninsule coréenne se combinent aux forces de Cadena et de Misawa, l'arc de couverture sur les eaux les plus contestées du Pacifique devient continu du nord au sud, à toutes les altitudes opérationnelles. La transformation militaire du Japon est la partie de l'histoire qui est historiquement sans précédent et avec laquelle les planificateurs militaires chinois doivent composer d'une manière véritablement nouvelle. Le Japon a porté son budget de défense à un record de 56 milliards de dollars. Pour mettre cela en contexte, 56 milliards, c'est plus que le budget de défense de la France, plus que celui de l'Allemagne avant sa récente augmentation, et plus que celui de tous les pays du monde, sauf les États-Unis et la Chine. Et le Japon dépense cet argent dans des capacités spécifiquement conçues pour une éventualité autour de Taïwan, même si les communications officielles japonaises évitent soigneusement de le formuler ainsi. Les conversions de l'Izumo et du Kaga sont l'expression la plus visible de la transformation militaire du Japon. Les deux navires ont été conçus comme des destroyers porte-hélicoptères, mais leurs ponts d'envol ont été renforcés structurellement. La surface de leur pont est recouverte d'un matériau résistant à la chaleur, capable de supporter les températures d'échappement de la poussée vectorielle du moteur du F-35B, et leurs ponts d'envol ont été remodelés, passant d'une forme pointue à une forme rectangulaire, afin de créer une surface d'opération maximale pour l'avion à décollage court et atterrissage vertical. La classe Izumo est désormais un porte-avions léger. Le Japon n'avait pas exploité de porte-avions depuis la Seconde Guerre mondiale. Il en exploite maintenant 2, avec des F-35B capables d'atterrissage vertical et de décollage court.
La signification pour le scénario taïwanais est la même que celle que tout porte-avions apporte à toute éventualité maritime. Une puissance aérienne mobile qui ne dépend pas d'une base fixe pouvant être ciblée et neutralisée. Un Fin 2 à carénage est extrêmement capable, mais il décolle d'un aérodrome fixe dont les planificateurs chinois de missiles connaissent les coordonnées ciblées. Un F-35B sur le Kaga peut se trouver n'importe où dans le Pacifique occidental où le navire peut se rendre, ce qui, sur le plan opérationnel, représente la majeure partie de la zone. L'aviation embarquée distribuée est plus résiliente que l'aviation concentrée sur base fixe face au type de frappe massive de missiles balistiques que la doctrine chinoise d'anti-accès et d'interdiction de zone est conçue pour exécuter dans les premières heures d'un conflit. Le missile anti-navire hypersonique Type 25 est la dimension de frappe maritime terrestre qui complète le tableau. Développé localement, capable de dépasser Mach 5 et conçu spécifiquement pour vaincre le type de système de défense antiaérienne embarqué que les destroyers chinois Type 55 et le groupe aéronaval du Liaoning exploitent. Un missile se déplaçant à Mach 5 laisse au système de défense aérienne d'un navire environ 10 à 15 secondes de fenêtre d'engagement après que le missile a franchi l'horizon radar à basse altitude. Le système de combat Aegis, l'architecture de défense aérienne embarquée la plus performante au monde, peut engager plusieurs menaces hypersoniques entrantes simultanément. Mais la compression de la fenêtre d'engagement que crée Mach 5 exerce une pression énorme sur le minutage d'engagement du système et crée des scénarios de saturation que plusieurs lancements simultanés de Type 25 exploitent. Ce genre de chronométrage ne laisse pas beaucoup de place à une pause à la Trump pour expliquer que tout est magnifique, parfait et, d'une manière ou d'une autre, la faute de quelqu'un d'autre. Le programme de chasseurs de 6e génération GCAP, le Global Combat Air Programme développé conjointement par le Japon, le Royaume-Uni et l'Italie, est la dimension à long terme de la transformation militaire japonaise qui se situe le plus loin dans l'avenir, mais qui communique le plus clairement la direction stratégique du Japon. Le GCAP est conçu pour un monde où des ailiers non habités soutenus par l'intelligence artificielle volent aux côtés du chasseur piloté, étendant le multiplicateur de force de la prise de décision d'un seul pilote à plusieurs plateformes létales simultanément. Le Japon n'achète pas seulement de la technologie militaire occidentale existante. Il co-développe une technologie militaire de nouvelle génération avec 2 des nations industrielles de défense les plus avancées de l'OTAN, s'intégrant dans un partenariat de développement technologique dont les produits définiront l'équilibre militaire du Pacifique pour la génération suivante. Voilà le Japon, le pays qui a maintenu pendant 8 décennies l'article 9 de sa constitution interdisant le recours à la force militaire, le pays qui, en mai 2026, a tiré son premier missile offensif outre-mer depuis la Seconde Guerre mondiale lors de Balikatan 2026, le pays qui a doublé son budget de défense, converti 2 navires en porte-avions, déployé des missiles anti-navires hypersoniques et rejoint un programme de développement de chasseurs de 6e génération. Le Japon a pris une décision stratégique. Les contraintes militaires du règlement d'après-guerre sont incompatibles avec l'environnement sécuritaire du Pacifique au XXIe siècle. Les planificateurs militaires chinois observent cette transformation et font des calculs réellement difficiles. Il y a 10 ans, le scénario d'invasion de Taïwan que les jeux de guerre chinois modélisaient était une réponse américano-japonaise dont la composante japonaise consistait principalement en actions défensives pour protéger le territoire japonais et fournir un accès aux bases pour les forces américaines, tandis que la puissance de combat réelle venait des États-Unis seuls. L'hypothèse selon laquelle le Japon se limiterait à un rôle défensif simplifiait considérablement le problème opérationnel consistant à affronter l'alliance américano-japonaise dans une éventualité autour de Taïwan. Cette hypothèse n'est plus valide. Le Japon possède une capacité offensive. Il dispose de missiles anti-navires hypersoniques capables d'atteindre des navires chinois avant que ceux-ci puissent établir le contrôle maritime nécessaire à un débarquement amphibie. Il possède des porte-avions capables de positionner des F-35B dans des zones d'opération qu'une force aérienne japonaise purement basée à terre ne pourrait pas atteindre. Il dispose d'un corps de pilotes de chasse qui s'entraînent avec des avions américains de 5e génération dans les exercices Red Flag depuis 2009,
produisant une interopérabilité avec les systèmes américains que la plupart des partenaires potentiels de la Chine ne peuvent égaler. Et il existe un consensus politique intérieur en faveur d'une défense active que le tir de missile Type 428 du 6 mai à Balikatan a montré comme ayant franchi le seuil du document de politique vers la réalité opérationnelle. Pour la communication pro-Trump, c'est la partie gênante. Des alliés qui construisent discrètement une vraie capacité sont beaucoup plus difficiles à vendre comme une performance d'un seul homme. Le calcul précis du scénario d'invasion de Taïwan a changé d'une manière que les planificateurs chinois ne peuvent pas facilement compenser. La marine de l'armée populaire de libération de Chine construit depuis des années une force capable d'établir le contrôle maritime dans le détroit de Taïwan et de le défendre contre une réponse navale américaine. Cette planification de force supposait que la contribution japonaise à la coalition de défense serait limitée et essentiellement défensive. Chaque développement capacitaire japonais depuis 2022 pousse la capacité japonaise dans une direction offensive. Chaque nouveau missile, chaque porte-avions converti, chaque exercice avec les forces américaines, chaque étape du développement du GCAP élargit la contribution offensive que le Japon peut apporter à un scénario de défense de Taïwan et augmente en conséquence l'exigence de forces chinoises nécessaires pour obtenir le contrôle maritime en présence de cette contribution. La dimension sous-marine de la marine américaine est la dissuasion silencieuse qui se trouve sous chaque calcul de surface. Les sous-marins nucléaires d'attaque de classe Virginia sont les prédateurs suprêmes du Pacifique occidental. Ils sont plus silencieux que n'importe quelle plateforme adverse, armés de missiles de croisière Tomahawk et de torpilles MK-48, et capables d'opérer dans les environnements littoraux contestés que créent les eaux peu profondes du Pacifique occidental, tout en restant indétectable par les actifs chinois de lutte anti-sous-marine les plus performants. Toute force amphibie chinoise qui exécuterait un débarquement à Taïwan traverse des eaux où des sous-marins de classe Virginia pourraient opérer. La probabilité qu'un navire donné de cette force ait été suivi par un sous-marin à un moment de son transit n'est pas nulle. La probabilité que le sous-marin dispose d'une solution de ciblage prête à être exécuté sur ordre n'est pas nul non plus. L'incertitude précise que cela crée est le facteur opérationnel qui met le plus mal à l'aise les planificateurs amphibies chinois. Les destroyers de classe Harley-Burke qui effectuent des transits dans le détroit de Taïwan sont la manifestation visible de la liberté de navigation que les États-Unis maintiennent dans les eaux contestées en y opérant continuellement. Chaque transit est un point de données sur la réaction chinoise, un test des protocoles de réponse chinois et un signal indiquant que les États-Unis ne reconnaissent pas les revendications de souveraineté chinoise sur des eaux internationales. Les systèmes de combat Aegis de ces destroyers collectent simultanément du renseignement sur les systèmes radars et de missiles chinois au moment où ces systèmes suivent les navires en transit, construisant une base de données en temps réel des caractéristiques du système chinois A2, AD, anti-accès et interdiction de zone, qui éclaire les décisions de ciblage et de brouillage qui seraient prises dans une véritable éventualité. C'est le genre de travail lent, technique et peu glamour qui entre rarement dans un discours de campagne, précisément parce qu'il ne peut pas être réduit à des formules faites pour les applaudissements. Voilà ce que cela signifie précisément pour le calcul de Xi sur Taïwan. Le déploiement se produit à un moment diplomatique précis qui, en fait, plus qu'une histoire militaire. Trump rencontre Xi Jinping à Pékin le 15 mai. La rencontre devait avoir lieu en avril, mais elle a été retardée par la guerre en Iran. Elle est maintenant prévue avec l'Iran explicitement à l'ordre du jour, selon les déclarations publiques du secrétaire au Trésor baissant. Mais la question de Taïwan est l'arrière-plan implicite de chaque conversation sur la compétition stratégique que Trump et Xi ont eu ou auront. Les fans d'eux sont arrivés à Kadena le 5 mai, 10 jours avant la rencontre de Pékin. Le calendrier communique quelque chose que tout communiqué diplomatique sous-estimerait. Il dit que pendant que les États-Unis géraient simultanément la plus grande opération d'application navale de l'histoire moderne dans le détroit d'Ormuz, déployant 3 groupes aéronavals, imposant un blocus naval et menant des frappes d'autodéfense contre des installations militaires iraniennes, ils ont trouvé la marge stratégique nécessaire pour déployer leur chasseur de supériorité aérienne le plus capable sur la base la plus proche de Taïwan.
La projection simultanée de puissance sur 2 fronts que Balikatan 2026 avait été conçu pour démontrer à la Chine est la même démonstration que le déploiement de Kadena prolonge dans la semaine précédant la rencontre Trump-Xi. Voilà qui complique l'idée selon laquelle la stratégie peut se gérer en criant force dans un micro et en attendant que la réalité applaudisse. Xi calculait que la crise iranienne créait un vide dans le Pacifique. Les fins 2 à Kadena sont la réfutation opérationnelle de ce calcul. Il n'y a pas de vide. La clé de voûte du Pacifique est occupée par le chasseur de supériorité aérienne le plus capable au monde. L'architecture chasseur-tueur reliant Kadena et Misawa génère des images tactiques en temps réel de chaque mouvement militaire chinois en mer de Chine orientale et dans le détroit de Taïwan. Les Izumo et Kaga du Japon mènent des opérations avec des F-35B dans le Pacifique occidental. Les missiles Type 88 sont opérationnels et leurs équipages ont désormais démontré une utilisation outre-mer. Les sous-marins de classe Virginia sont là où ils sont toujours, c'est à dire quelque part où vous ne pouvez pas les trouver. Xi arrive à la rencontre avec Trump, non pas avec l'effet de levier d'un théâtre pacifique laissé sans garde par la distraction américaine. Il arrive à la rencontre avec Trump après avoir vu des Finder Raptor atterrir à la base aérienne de Kadena pendant que son ministre des Affaires étrangères était à Pékin pour recevoir le ministre des Affaires étrangères du pays dont 3 installations militaires venaient d'être frappées par des attaques américaines d'autodéfense. Il arrive à la rencontre avec Trump comme partenaire dominant d'une alliance avec la Russie, dont le partenaire junior vient de tenir un défilé de la victoire sans chars et avec des soldats nord-coréens. Il arrive à la rencontre avec Trump comme le pays qui a donné à l'Iran des missiles anti-navires que l'Iran a utilisés pour frapper un pétrolier chinois. Ce n'est pas une position de force géopolitique au moment d'aborder une négociation avec Trump. C'est pas non plus le genre de scène qu'on peut sauver en qualifiant la rencontre d'historique avant même de savoir ce qui s'est réellement passé. Mais la vraie question est de savoir si le déploiement des 22 et la transformation militaire du Japon dissuadent réellement Xi d'agir contre Taïwan ou s'ils accélèrent son calendrier en le convainquant que la fenêtre d'une opération réussie est en train de se refermer. C'est la question qui empêche les analystes de la stratégie pacifique de dormir. La théorie de la dissuasion dit qu'une capacité militaire suffisante entre les mains du défenseur rend le coût de l'agression inacceptablement élevé et que l'agresseur choisit donc de ne pas agir. La théorie de la fenêtre dit qu'un adversaire suffisamment puissant accélérera son calendrier pour agir avant que l'écart capacitaire qui le dissuade ne s'élargisse davantage. Le déploiement des 22, les conversions de l'Izumo et du Kaga, les missiles hypersoniques Type 25, le développement du GCAP, le tir de missiles de Balikatan, tout cela élargit l'écart capacitaire en faveur de la coalition de défense. Selon la théorie de la dissuasion, cela stabilise la situation. Selon la théorie de la fenêtre, cela peut potentiellement la déstabiliser. La réponse précise dépend de l'évaluation que fait Xi du moment où sa capacité militaire actuelle atteint son sommet par rapport à la trajectoire de la coalition de défense. S'il croit que sa fenêtre est maintenant ou dans les 3 à 5 prochaines années, chaque ajout de capacité par la coalition de défense réduit la fenêtre au lieu de la fermer complètement, et la réponse rationnelle est l'urgence plutôt que la dissuasion. S'il croit que sa trajectoire de modernisation militaire peut dépasser le développement de la coalition de défense, la fenêtre est future plutôt que présente, et la dissuasion a le temps de fonctionner. Le déploiement des fins 2, la transformation du Japon et l'architecture de Balikatan dissuadent simultanément le présent et referment la fenêtre future. La période la plus dangereuse est la zone de transition précise entre le moment où la dissuasion fonctionne et celui où la fenêtre s'est complètement fermée. Cette zone de transition, c'est à peu près maintenant. Et contrairement à un élément de langage trumpiste, cette zone de transition ne devient pas plus sûre simplement parce que quelqu'un insiste pour dire que tout est sous contrôle. Les 22 à Kadena, les F-35A à Misawa partageant des données de ciblage en temps réel, l'Izumo et le Kaga avec des F-35B sur leur pont, les missiles Type 25, le GCAP en développement, les sous-marins de classe Virginia,
dans des positions opérationnelles qui ne peuvent pas être divulguées, les destroyers Aegis dans le détroit de Taïwan. Xi avait un plan, la Crimée lui avait montré ce qu'il croyait être le modèle. S'en emparer rapidement avant que le monde puisse réagir, avant que l'Alliance puisse s'organiser, avant que la force de dissuasion soit en position. Les Fin2 se sont posés à Kadena le 5 mai, l'Alliance est organisée, la force de dissuasion est en position, le rêve taïwanais que Xi construit depuis des décennies n'a pas disparu, mais il est devenu beaucoup plus coûteux qu'il ne l'était avant que le chasseur de supériorité aérienne le plus capable au monde ne s'installe sur une piste à 650 km. Chaque matin où ces Fin2 sont stationnés sur la ligne de vol de Kadena, les planificateurs militaires de Xi doivent en tenir compte. Chaque matin, ils doivent recalculer le coût du scénario qu'ils planifient. Chaque matin, le coût augmente. C'est cela la dissuasion. Ce n'est pas confortable. Ce n'est pas simple, mais cela fonctionne, au moins pour aujourd'hui. Demain, les Fin2 seront encore là, et la question aussi, aucun slogan ne peut faire disparaître cette question, et aucune performance en salle de presse ne peut remplacer l'arithmétique dure de la dissuasion. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Pouvoir, Vérité vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.